GMGM, bienvenue sur le Clonecast, je suis 0x Monsieur, investisseur et passionné du Web3. Cette émission est dédiée aux acteurs de ce space afin de découvrir leur parcours et d'apprendre de leur expérience. Les sujets évoqués dans cette émission ne sont en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour un nouvel épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Lovell. Comment vas-tu ? Salut, ça va et toi? Super, merci. Alors peut-être pas autant que toi, parce qu'il y a quelques jours, tu nous as fait un flip magnifique sur Persona, la collection un petit peu du moment. On aura, Exactement, ouais. on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais c'est un profit à 5 chiffres en pas beaucoup de temps, il me semble. En moins de 24 heures. Joli, joli. Bon, on fait un peu de teasing, on force les auditeurs à rester, c'est pas très sympa. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un petit peu comment t'es arrivé dans les NFT? Ok. Alors, pour la petite présentation, je m'appelle Cédric, j'ai 23 ans, donc assez jeune. Et je suis arrivé dans les NFT fin 2021 par le biais d'un ami qui m'a justement dit qu'il était chargé de la modération d'un Discord sur un projet NFT qui s'appelait, euh, c'était Metal Legend à l'époque. Je ne sais pas si tu en as entendu parler en fin 2021, Metal Legend quand il est sorti, mais c'était sur ce projet-là justement qui m'a euh, qui m'a mis la puce à l'oreille dans le sens où c'était des NFT. Moi, je connaissais pas vraiment ce que c'était des NFT. Je savais que c'était sur la crypto, mais en fait, je connaissais pas énormément ce milieu-là. Du coup, j'ai acheté mes premiers Ethers, j'ai minté mon premier NFT Metal Legend sans vraiment savoir ce que je faisais. Et j'ai littéralement minté à l'aveugle, c'est l'équivalent de 0,3 Ether, donc environ 1000 $ à l'époque, 1200 si je ne me trompe pas. Donc le mint était assez cher. Et j'ai eu la chance d'obtenir à ce moment-là un NFT très rare au moment du reveal. Donc, moi, c'est la première fois que je mettais les pieds dans la crypto et dans les NFT en même temps. Et en l'espace de quelques jours, je me retrouve à avoir un NFT qui vaut environ 16 000 $, 17 000 environ. Je crois que c'était 4 Ether 5 si je ne me trompe pas. Du coup, je le Wow. revends à ce prix-là. Donc, c'était Ok, top 1% si je ne me trompe pas, vraiment ultra rare, top 50 au niveau des rangs. Et je me retrouve du jour au lendemain de passer de 1000 $, donc l'équivalent du mint, à 16 000, 16 500. Je ne me rappelle plus en détail le montant, mais c'était 4 Ethers 0,1 après les royalties payées sur OpenSea. Donc voilà, comment je suis ok, arrivé dans les NFT. ok. Mais il me semble que Quentin, que j'avais reçu le punk 6995, l'épisode a été publié il y a un petit peu plus d'un mois, en fin février. Il avait participé au lancement de ce projet. Euh, Ah, c'est possible. Il me semble avoir vu passer justement dans un de tes podcasts, si je me trompe pas. ouais, donc ça va être lui, ouais. Ça me dit un truc. Je pense que c'est ça, ouais. Et du coup, étant donné que t'es arrivé un peu dans le Web3 avec ce Mint, c'est le collègue qui t'a introduit dans l'NFT, qui t'a expliqué comment faire un MetaMask, comment envoyer de l'Ether et comment faire le Mint, ou tu t'es débrouillé tout seul? Pas du tout. Lui, il connaissait aussi pas grand-chose au NFT et à la crypto. Et d'ailleurs, il a même investi dans la crypto après moi. Donc, c'est pour dire son niveau qui était aussi très débutant. Non, moi, je me suis juste renseigné. J'ai regardé comment on achetait de la crypto. Donc, j'en avais acheté sur Binance. Après, je me suis créé un MetaMask. J'ai envoyé sur MetaMask. J'ai fait toutes ces étapes-là. Je comprenais pas grand-chose, même au gas fee. Parce que, dis-toi, pour la petite anecdote, après avoir minté le NFT non reveal, j'ai voulu le revendre juste avant le reveal, mon NFT. Sauf que ça me demandait de payer des gas fees qui étaient ultra élevés. Moi, vu que je comprenais pas qu'est-ce que c'était les gas fees, pourquoi c'était si cher alors que la blockchain en fait était très congestionnée à ce moment-là, bah, j'avais baissé les gas fees dans MetaMask. Et au final, ma transaction n'était pas passée. Et heureusement qu'elle n'était pas passée parce que c'est grâce à ça que j'ai pu le revendre au final après le reveal 4 Ether 5. Donc, à ce moment-là, mon ignorance m'a quand même fait gagner, entre guillemets, l'équivalent de 16 000 $ parce que sinon, j'aurais déjà revendu avant le reveal. Incroyable, incroyable. Du coup, en fait, ton ami il t'a parlé des NFT, mais sans forcément avoir les mains dedans, et c'est toi, en fait, tout seul qui a creusé et qui a fait ton premier Mint. Exact, exact. Ok. Et j'avais aussi également mint en parallèle Crypto Champion. Il y avait Meta Legend et aussi Crypto Champion qui se lançaient en même temps. J'avais aussi mint Crypto Champion. Malheureusement, ce projet, il m'a fait perdre de l'argent, mais on parle d'une somme dérisoire de peut-être 0,1, 0,2 Ether. Mais voilà. Au tout début, j'ai mis vraiment deux projets qui étaient tendance en fin 2021.
Ok, ouais, c'est la question que j'allais te poser. C'est parce qu'ils étaient tendance et que tu en avais entendu parler que tu as décidé de minter? Ah bah ouais, je me rappelle à l'époque sur le Discord de Metal Legends, je sais plus exactement, il y avait peut-être 200 000, 300 000 membres. Après, il y avait peut-être beaucoup de bots dans le lot, mais à l'époque, les nombres de membres dans les Discord étaient abusés. Le compte Twitter, il avait un engagement aussi abusé. Et en fait, tout ça fait que ça m'a donné envie, moi aussi, de rejoindre l'aventure, entre guillemets, parce à l'époque, il y avait vraiment énormément de monde qui s'arrachait, notamment les waitlists, etc., parce que ça pouvait être très profitable. Donc ces collections-là, Crypto Champion et Metal Legend, étaient très très sollicitées. Ok. Ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup ça qui jouait à l'époque. Je m'en souviens, bah, j'ai un peu débarqué dans les NFT à la même époque. Je pense que j'ai dû acheter mes premiers NFT en janvier 2022, à mon avis. Et Ouais, c'était pendant l'euphorie en fait. c'est ça, ouais. Je pense qu'on était un peu au top. Ouais, vraiment, vraiment au top. Euh, et ça grindait les whitelists, etc. Et c'est vrai que les activités des communautés sur Twitter et sur Discord étaient très importantes. Alors ça l'est toujours aujourd'hui, mais je pense qu'à l'époque, c'était vraiment dans l'euphorie, c'était un gage un peu de qualité si tu avais X milliers ou X dizaines de milliers sur les réseaux sociaux. Qu'ils soient vrais ou faux, mais ça, c'est un autre, un autre débat. Et Ouais, il y avait tout un côté botting de tweets pour essayer vraiment d'avoir un maximum d'engagement parce que c'était vraiment l'engagement en termes des tweets dans les Discord des membres qui parlaient qui faisait qu'un projet, il y allait avoir beaucoup de FOMO ou pas dessus. Souvent, les projets très attendus, il y avait énormément de monde qui suivait, qui était dans le Discord, qui suivait les posts Twitter, qui likait, il y avait énormément d'engagement. Et ça accentuait la FOMO, ce qui faisait que quand tu avais des mines des fois qui sortaient, tu mintais un NFT 0,5 Ether, tu le revendais par exemple 10 comme Invisible Friend à l'époque. Genre, c'était vraiment abusé ouais, bah, l'euphorie qu'il y avait autour de ça. c'est ça, c'est pour ça que tout le monde voulait absolument sa whitelist, que même sur les collections populaires, tu pouvais vendre ta whitelist avant le mint. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi, hein. Ouais, c'est là que tu vois que les mentalités ont vraiment changé. Les gens sont plus frileux en ce moment qu'à l'époque. À l'époque, c'était vraiment let's go to the moon, ça va pump et tout. Là maintenant quand un truc sort, les gens sont bien plus méfiants. Il y a eu tellement de scams, tellement de rugs, tellement de collections qui ont déçu, qui sont tombées à zéro, des collections qu'on pensait tellement solides et au final qui ont vu leur floor étant divisé par 10, par 20, qui Mm, au final, c'est plus du tout la même mentalité en ce moment. clairement. Même quand les gros de ce monde sortent des trucs, ça FUD, c'est Ah, assez. clairement, La raquette a changé de côté. exact. Euh, ok, super. Donc, du coup, tu fais un x16 sur sur ton premier mint avec ton premier reveal. À partir de ce moment-là, comment tu réagis? Parce que là, tu te retrouves avec 15 000 balles sur le wallet. En pleine Ouais. euphorie, on peut vite faire n'importe quoi, j'imagine. Bah, en vrai, j'étais refait parce que ça représentait quand même une somme d'argent qui était assez grosse, assez conséquente, ça. Vu qu'en plus, à l'époque, j'essayais de lancer des business un peu à droite à gauche et ça marchait pas vraiment. Je gagnais des petits 100 euros par-ci par-là. Là, d'un coup, du jour au lendemain, 15 000 balles qui tombent, franchement, ça fait plaisir. Et du coup, juste après, bah, j'ai fait comme beaucoup de gens, à mon avis, l'erreur, c'est de penser que ce coup de chance que j'ai eu, on peut le reproduire plusieurs fois et du coup, j'ai commencé à acheter d'autres collections, notamment une collection avant qui s'appelait Nanopass, une autre qui s'appelait Shiba Social Club. Et en fait, je les ai achetés avant le reveal. J'attendais le reveal en espérant encore avoir un rare et encore faire un gros coup. Malheureusement, bah, ça s'est mal passé. J'ai commencé à reperdre un peu des éthers. Du coup, je suis descendu à moins de 2 éthers après en avoir gagné plus de 4. Et donc là, coup dur un peu parce que bah, tu divises par deux en l'espace de une semaine et demie, si je me rappelle bien, ton wallet. Donc ça fait un peu mal. Ouais, du coup, tu faisais un peu de gambling quand même, en espérant avoir un. Bah, au tout début, ouais, parce que j'avais aucune Ouais. compétence. Ça faisait littéralement 2 semaines que je connaissais les NFT. Je pensais que faire des sommes comme ça, c'était normal, entre guillemets, et que j'allais pouvoir le reproduire. Et en fait, j'ai pas pu le reproduire, du moins pas directement. J'ai dû perdre de l'argent avant de pouvoir en regagner derrière. Ok. Et du coup, tu laisses un peu de plume en essayant de réavoir des rares lors des reveals. Et du coup, tu viens de nous dire que tu arrives à gagner de l'argent ensuite. Qu'est-ce que tu changes dans Euh, ta ju- stratégie? Justement, là, tu viens de parler de rares pendant le reveal. Bah,
Justement, je me suis dit, bah, quitte à ne pas réussir, enfin, quitte à ne pas laisser ça sur le dos de la chance, parce que forcément, quand tu attends un reveal en espérant avoir un rare, bah, c'est de la chance, c'est du casino, c'est du gambling. Du coup, j'ai cherché des manières de gagner de l'argent dans les NFT, parce que je voyais des gens qui gagnaient des sommes énormes. Et en fait, j'ai découvert bah, une autre facette des NFT, dans le sens où, avant, quand il y avait des reveals, tu pouvais sniper les NFT rares. C'est-à-dire, la collection était reveal par exemple à 20h, et ben à 20h 00 et 5 secondes, tu avais toutes les métadatas des NFT qui se mettaient à jour en temps réel, et tu pouvais potentiellement acheter des NFT très rares listés proches du floor, parce que les gens, ils n'avaient pas délisté. Et du coup, avec des outils comme Trade Sniper à l'époque, tu te mettais à 20h pendant le reveal devant la collection, t'attendais qu'il y avait des rares qui étaient listés au floor, et toi, tu essayais de les acheter le plus rapidement possible pour essayer de les revendre au-dessus du floor et faire un profit dessus. Du coup, tout le monde se ruait sur les rares. Des fois, il y avait des rangs 10, 20, 30 sur des collections à plusieurs milliers de supply qui étaient listés très proches du floor. Et il y a des personnes comme je connais comme ça qui ont fait des sommes à 6 et 7 chiffres juste en snipant des rares au floor. Moi, j'en ai fait un peu de mon côté. J'ai gagné quelques éthers comme ça, mais c'était pas non plus la folie parce que j'étais pas super super bon non plus. Il y avait des mecs qui étaient vraiment très bons. Et il y avait aussi une grosse histoire de capital que j'avais pas forcément au début, qu'il fallait avoir. Donc voilà, ça, je te parle de cette période qui s'est étalée quand même sur l'espace de plusieurs mois. Je dirais bien 3 4 mois. Ok. Ouais, puis ça devait en plus pas être évident, étant donné qu'il y avait beaucoup de collections qui sortaient, de maîtriser tous les traits de rareté de toutes les collections, ou l'outil que tu avais te permettait de le voir assez vite malgré tout. En temps réel, tu avais vraiment tous les traits qui s'affichaient. L'interface était bien faite parce que tu avais les traits qui s'affichaient, sauf que tu savais pas à l'avance quel trait était plus rare que d'autres. Tu avais aussi les rangs qui s'affichaient, mais il fallait quand même faire attention parce que des fois les rangs étaient un peu faussés. Tu avais plusieurs méthodes de calcul des raretés, et selon la collection et comment les raretés avaient été mises en place par le founder de la collection, ça pouvait différer. Du coup, tu pouvais te retrouver à sniper un rang 10 qui en fait était rang 200 par exemple, et là, bien sûr, c'était une giga perte si jamais tu rentrais trop haut. Donc il y avait plein d'aspects qui au final rendaient la chose assez risquée et qui pouvaient aussi très bien payer. Mais voilà, il fallait faire attention et il fallait prendre des décisions vraiment en l'espace de 5 secondes. Tu voyais un rang, par exemple, 10 listé à 1 Ether alors que le floor était à 0,5. Tu étais en mode est-ce que je l'achète ou pas? Tu avais 5 secondes pour prendre ta décision, sinon c'était trop tard. Du coup, ça pouvait t'amener à faire des erreurs, t'amener à prendre des mauvaises décisions au niveau des rangs et t'amener aussi à perdre de l'argent. Donc, il fallait faire attention à ça et malgré que j'en ai quand même gagné quelques éthers. Ok. Et c'est un sujet que j'ai pas vraiment abordé dans les précédents épisodes, mais je me rends compte, et ça va être encore décuplé par rapport à ce que tu me racontes, et je vais te poser la question, mais c'est vrai qu'il peut avoir un peu de stress ou même peut-être de l'anxiété qu'on peut ressentir, j'ai l'impression, dans le monde des NFT et de la crypto, parce que tu es un peu dans le FOMO, étant donné qu'il y a des choses qui se passent tout le temps. Tu vois des gens gagner de l'argent toutes les secondes sur des projets aussi différents les uns que les autres. Et Ouais. est-ce que, par rapport à ce que tu me dis là, tu n'avais pas un peu ce sentiment-là où fallait réfléchir en 3 secondes, fallait miser peut-être une grosse partie de ton portefeuille sur un trait de rareté qui était peut-être pas sûr, potentiellement il y avait des erreurs. Est-ce que toi, tu arrivais à être détaché ou est-ce que tu ressentais que tu avais, je sais pas, des poussées d'adrénaline ou ça te créait un peu d'anxiété ou de stress? Bah, si j'ai jamais fait de grosses sommes, entre guillemets, dans ce milieu-là de sniping de NFT, c'est exactement pour cette raison-là. Et c'est exactement la même sensation que j'ai en ce moment-là avec les shitcoins. Je suis quelqu'un qui a énormément de mal à prendre des décisions en un claquement de secondes, comme dans les shitcoins où il faut vraiment prendre une décision rapide. Des fois, sur des gros pumps, il faut se rentrer rapidement, sinon, bah, tu as déjà loupé ton x2, x3, x4. Tu as peur de rater le train. Et ben là, c'est pareil dans les NFT, surtout dans les NFT. Bah déjà, tu achetais des NFT qui étaient chers. C'était plusieurs milliers d'euros. À l'époque, les gas fees, ça pouvait vite monter à 100, 200, 300 euros. En plus, si tu voulais, en plus de ça, sniper des rentrées rares, fallait aller dans le MetaMask et configurer des gas fees plus élevés que la moyenne. Du coup, tu pouvais facilement, si tu voulais sniper un top rang, genre rang 10, 20, tu pouvais, des fois, il y a des gens qui mettaient 1000 balles, 1500 balles de gas fee. Et ce que j'ai pas dit, c'est que si jamais ta transaction, elle fail, elle est pas validé parce que quelqu'un d'autre a eu le NFT avant toi, tu perdais de l'argent qui était parce que tu perdais des frais de transaction. Donc, tu pouvais facilement, des fois, perdre 200, 300, 400 balles en fonction des sommes que tu avais mis dans les paramètres de gas fee.
si jamais ta transaction n'était pas validée. Donc tout ça, ça crée un peu de stress au moment de prendre ta décision, ce qui pouvait t'induire en erreur. Et c'est quelque chose avec lequel j'ai énormément de mal à dealer. Et c'est pour cette raison-là, je pense, en grande partie, que j'ai pas, enfin, j'ai jamais réussi dans le monde de sniping à faire des gros profits parce qu'il y a un côté un peu dégène où tu y vas un peu sans réfléchir. Il faut Hmm, pas se poser trop de questions, sinon l'opportunité elle passe sous les yeux et c'est trop tard. ok. Et du coup, ta stratégie, ça a été de sniper pendant plusieurs mois des très rares et faire du profit ainsi. Mais j'imagine que ça a peut-être été plus difficile au fur et à mesure qu'on rentrait dans le bear market. Bah, la rareté des NFT a eu de moins en moins de valeur. J'imagine qu'il y a aussi moins de volume. Du coup, ta stratégie, tu l'as poussée jusqu'à quand? Est-ce que tu as réussi à la maintenir? Est-ce que tu as changé un petit peu de stratégie pendant le bear? Comment tu as géré Oh, tout ça? alors, ouais. Alors, donc j'ai commencé le sniping début janvier et ça s'est étalé jusqu'à, si je me trompe pas, euh, janvier, février, mars, avril, entre avril et mai. Entre avril et mai, parce que c'est à ce moment-là que je me suis fait scam et je suis passé à autre chose parce que justement, les volumes descendaient, il y avait de moins en moins de reveals. Il faut savoir qu'en janvier 2022, il y avait plusieurs reveals par jour. Des fois, il y avait 4 5 6 reveals par jour. Euh, Quand on était vers avril-mai, on était vraiment, des fois, il n'y avait même pas un reveal chaque jour. Et moi, vu que ça me coûtait de l'argent de payer l'abonnement de Trace Sniper que j'utilisais à l'époque, bah, c'était plus viable. Si tu faisais pas de gros snipes, bah, tu n'arrivais même pas à rembourser l'abonnement. Du coup, ça, j'ai laissé de côté. Et en plus de ça, j'ai eu le malheur de me faire scam. Et du coup, j'ai littéralement perdu l'équivalent de 9 Ethers environ de ce que j'avais. C'est-à-dire, j'avais des NFT qui valaient environ bah, justement 5-6 Ethers, plus des liquidités investies à côté dans d'autres NFT qui ont elles-mêmes perdu en valeur à cause du bear market. Et du coup, tout ça a fait que j'ai perdu à peu près 9 Ethers sur les 10 que j'avais réussi à gagner grâce au sniping. Du coup, tout ça a fait que bah, après, j'ai rejoint le Discord de Falco, NFTisseur. Ouais. On est là début mai, si je me trompe pas. Et c'était le début un peu du bear market, les collections, elles perdaient en traction. Il y avait de moins en moins de volume, moins en moins d'opportunités. Par contre, il y avait toujours des opportunités de faire des flips sur le marché secondaire en achetant, en attendant que ça monte et en revendant quand ça avait monté. Du coup, à ce moment-là, j'ai rejoint le Discord de Falco et j'ai commencé à regagner un peu du capital grâce au call qu'il faisait à l'intérieur. Et c'est comme ça que je suis un peu reparti dans les NFT que j'ai pu reprendre parce que sinon j'avais vraiment plus rien. Il me restait moins d'un Ether littéralement au moment où j'ai rejoint le Discord de Falco après m'être fait scam. Ok. Et en fait, quand tu t'es fait scam, du coup, tu avais la majorité de ton portefeuille sur le même wallet, j'imagine? Ouais, parce que c'était les Ouais. liquidités justement qui me servaient à acheter des NFT et à les sniper. Et, Ouais, ok. et en plus de ça, il n'y avait pas que des liquidités sur mon wallet, il y en avait aussi investi dans des NFT que en fait, quand on m'a scam, on m'a volé ces NFT-là. Du coup, j'ai automatiquement perdu la liquidité qui était liée à ces NFT. Du coup, Ok. je me suis retrouvé avec pas grand-chose. Et du coup, après cette première mésaventure, tu as organisé ta sécurité différemment. Est-ce que du coup, après ou encore aujourd'hui, tu as différents wallets? Bon, évidemment, plus tu as de capital, plus tu peux séparer les liquidités sur différents wallets. Mais comment, à partir de ce moment-là, tu t'es organisé? Alors, je suis pas du tout le professionnel de la sécurité dans le sens où je sais les risques que j'encours, je sais un peu les rouages, etc., que les personnes qui veulent scam emploient pour arriver à leur fin. Mais j'ai surtout fait un gros travail en termes de ce que je télécharge, sur quoi je clique, les transactions que je signe, étant donné que j'ai maintenant un peu mieux une compréhension un peu plus poussée dans la blockchain. Je sais un peu plus ce qui est possible de faire, ce que je risque en faisant telle ou telle transaction, en signant tel ou tel message. Je connais un peu les dangers potentiels, donc je fais extrêmement attention à ce niveau-là. Sinon, après, forcément, j'ai mes fonds qui sont un peu séparés sur plusieurs wallets, mais j'ai pas forcément des fonds dans un vault ou autre, parce que justement, ces liquidités, je m'en sers pour trader des NFT. Et forcément, dans les NFT à l'heure actuelle, plus tu as de liquidités, plus tu engranges des profits, et plus tu engranges des profits, plus tu as des liquidités, et c'est un cercle vertueux. Donc, Hmm. j'ai pas énormément d'argent qui est stocké sur une clé Ledger et qui ne bouge pas en attendant le bull run. Peut-être par la suite, mais pour l'instant, je suis vraiment extrêmement agile avec mes liquidités et j'ai besoin de garder cette agilité là. Sachant qu'après, si tu fais principalement du trading, bon, tu vas connecter principalement ton wallet à des marketplaces et pas forcément autre chose non plus.
C'est exact. Mais Ouais. mon wallet reste connecté à OpenSea, Blur, X2, Y2 pour faire des fois des OTC, mais sinon, je connecte pas forcément mon wallet sur le dernier signe pour minter le dernier NFT à la mode. Non, ça c'est fini. Je me prends même plus la tête avec ça. Je connecte sur quasiment rien. Ok, ok. Donc, deuxième partie de 2022, tu rentres dans le Discord, tu arrives à te refaire avec certains calls en faisant certains flips sur certaines collections. Et du coup, tu regrindes comme ça, tu arrives à redévelopper ton wallet un peu moins rapidement que la première fois, mais tu avais eu un coup de chance. Là, Ouais. tu avances petit à petit sur Bah, certaines collections. là, justement, bah, je rejoins l'histoire de Falco, je fais quelques flips intéressants, je gagne quelques éthers. Je n'ai plus mon temps en tête, mais on n'était pas sur 20 éthers, on était peut-être sur 2 ou 3, ce qui m'a suffi pour, après, repartir encore une fois dans le sniping de NFT comme j'ai fait au début, mais différemment, vu qu'il n'y avait plus de reveal cette fois, bah, je snipais directement les NFT qui étaient listés sur les plateformes. Donc, je me suis dit, des fois, il y a des gens qui lisent des NFT ultra rares. Étant donné, moi, j'ai toujours eu ce truc de chercher justement un peu quels NFT se revendent au-dessus du floor, quels NFT sont rares, quels NFT justement sont convoités par les gens et à essayer de les avoir le moins cher possible pour en tirer un maximum de profit en faisant bah, ma marge dessus. Du coup, je voyais des opportunités tous les jours où tu avais des gens qui listaient des rares, par exemple à un Ether et le mec l'achetait vite et le revendait 2 Ethers. Du coup, on était plutôt sur du reveal, mais on était juste sur de l'achat simplement bah, au marché secondaire. Hmm. Et j'ai fait tout ça pendant bah, j'ai même fait un coaching sur NFTisseur dessus, justement. C'était, je dirais, de début juillet jusqu'à bah, fin d'année 2023, donc novembre-décembre. 2022, pardon. Donc novembre-décembre, ça a bien duré cette période, 5 6 mois, donc ouais, la deuxième moitié de l'année 2022, où j'ai fait du sniping grâce à des outils qui permettaient d'automatiser ça. Parce que moi, je déteste faire tout ça manuellement, les trucs chronophages, j'aime tout automatiser, que ça soit fait à ma place. Donc, j'automatisais tout ça, je monitorais énormément de collections, et dès qu'il y avait des NFT qui étaient listés un peu en dessous du prix auquel ils avaient réellement de la valeur, je les achetais, je les revendais, et en fait, je faisais de l'arbitrage, grossièrement. Ok, et pour comprendre un petit peu plus, sans forcément peut-être dévoiler les secrets, mais tes outils, quand tu disais que tu monitorais des collections, etc., c'est que par exemple, je sais pas, on prend la collection Clonix, Ouais. tu la faisais, je sais pas, tu la rentrais d'une manière ou d'une autre, où l'outil l'analysait, et ensuite ça te disait, je sais pas, cet ADN et 20% en dessous du floor, c'est anormal, et il te le mettait en évidence, ou comment ça marche un petit peu? Ah Je sais pas si bah, tu peux en par exemple, parler, mais... on va prendre l'exemple de Clonix parce que les traits sont très faciles à comprendre. Par exemple, sur le logiciel, en fait, tu rentrais le contrat de la collection, donc ça te trouvait la collection. Tu disais, bah Ok, voilà, je vais acheter par exemple le DNA Demon. Par exemple, je sais pas, imagine mon fleur de Clonix était à 5 Ethers, les démons se vendaient 7 Ethers. Bah, tu disais, bah voilà, toutes les Clonix avec le DNA Demon qui sont listés seulement 10% au-dessus du prix du floor, donc ça calculait automatiquement par rapport au prix du floor en pourcentage, donc 10% bah de 5 en l'occurrence, ça faisait 5,5. Tous les NFT qui sont listés en dessous de 5,5 Ether et qui ont trait Daemon, ça les achète automatiquement avec mon wallet. Tu avais plusieurs manières de le faire. Tu pouvais aussi que ça juste te notifie et toi tu cliquais pour acheter, ça t'ouvrait le pop-up MetaMask et tu cliquais sur suivant, confirmer pour payer. Ou alors ok, tu pouvais faire ça vraiment de façon automatisée où ça confirmait avec ta clé privée de ton wallet automatiquement à ta place. Et après, tu avais juste à relister le NFT derrière quand c'était bon. Donc, tu avais plusieurs manières de le faire, mais grossièrement, ouais, le logiciel, il monitorait la collection et dès qu'il y avait une opportunité vraiment à la seconde près, il te listait, enfin, il te notifiait et il te l'achetait à ta place en fonction des paramètres que tu avais prédéfinis. ok, ok, ouais, donc tu as industrialisé un petit peu le sniping. Voilà. Moi, au moins, ça me permettait de vraiment être sur. À l'époque, à un moment, j'avais l'équivalent de 300 collections monitorées. Sur les 300, tu avais plusieurs traits, etc. Donc, j'étais assez actif dans ce milieu-là. Et ça a permis de générer aussi quelques Ethers qui m'ont permis, après, par la suite, de développer ma stratégie en 2023, d'avoir un capital assez conséquent. Ok, et ce sont des outils qui sont payants? Ouais, Ok, évidemment, ce sont des outils qui bah, à l'époque, valaient bien plus cher que maintenant, parce qu'aujourd'hui, littéralement, le sniping, c'est un peu mort, parce qu'en fait, il y a eu diverses pratiques qui sont arrivées dans ce monde-là. C'est un milieu qui est extrêmement compétitif, étant donné que les profits à faire sont
gigantesques et qui sont faciles. Il n'y a pas besoin d'avoir 600 de QI pour faire ce genre de profit. Par contre, il faut être au courant que ça existe et être aware sur ce genre de pratique. Et du coup, pour revenir à ce que je disais, bah, il y a des personnes qui ont développé des bots de plus en plus performants, privés, etc. Et ce qui faisait qu'à la fin, c'était quasiment plus rentable de sniper comme je faisais les NFT. Et du coup, c'est pour ça que j'ai switch sur autre chose au bout de 6 mois. Et c'était payant, ça coûtait à l'époque, un pass comme j'avais, je me rappelle, je crois que je l'avais payé, si je ne me trompe pas, 0,7 Ether. Donc c'était sous forme de NFT, tu avais accès au logiciel après, avec les mises à jour, etc. Et bon, inutile de dire que le pass, j'ai remboursé je ne sais pas combien de fois, peut-être 10 fois, si ce n'est plus, honnêtement, j'ai plus les chiffres en tête. Et après le pass, tu avais envie de le revendre, bah, tu le revendais, quelqu'un d'autre l'achetait, et tu n'avais pas forcément perdu d'argent dessus. Ok, ok. Et du coup, cette stratégie arrive un peu à son terme parce que c'était plus rentable à cause du trop plein de concurrence, si j'ai bien compris. Ouais, la compétition était, Euh, euh, était féroce. ok, là, au niveau de la timeline, on arrive quoi? On est début 2023 là, du coup? Exact, on est début Ouais, 2023. ok. Ok. Et du coup, bah, le marché continue de souffrir, j'imagine. Euh, Bah là, t'as dû voir début 2023, même déjà fin 2022, ça s'essoufflait vraiment, mais 2023, c'était la traversée du désert. Ouais, Vraiment, j'ai moins de recul que ça, parce qu'en fait, moi, je m'y suis intéressé début 2022. Et en fait, au bout de 2 3 semaines, ça m'a gonflé, parce que je voyais le grind de whitelist et tout, je comprenais rien. Et je me suis dit, ouais, vas-y, c'est nul. Je sors de ce monde, entre guillemets. J'étais pas vraiment rentré, mais j'ai un peu lâché l'affaire. Et j'ai gardé un pied dans les NFT, parce que j'ai joué et je continue de jouer au Move to Earn Stephen. Et ah c'est en oui, fait fin 2022, début 2023 que je me réintéresse aux NFT. Donc en fait, ça ok, fait aujourd'hui ouais, 1 an, 15 mois au moment d'enregistre où j'ai plus le nez dedans, mais j'ai pas vraiment connu l'avant en fait. ouais, ok. Donc oui, Bah, j'ai un peu traversé le désert, mais j'avais pas de comparable pour 2023 par rapport à 2022 par exemple. chaque mois qui passait en 2023, pour moi, chaque mois qui passait, c'était pire que le précédent. Et Ouais, à c'est chaque ça, ouais. mois, je me disais, tu peux pas faire pire que là. Là, c'est vraiment catastrophique. Et le mois d'après, c'était encore pire. Et il y avait des dumps sur Blur, parce que c'était le début du farming sur Blur. Et si, et Exact, ouais. là, et les collections baissaient. Et c'était un enfer. Donc, la plupart des gens, en fait, ils ont pas fait de profit. En 2023, tu regardes dans les NFTisseurs, dans le channel Vos Profits, j'étais quasiment le seul à poster. Il y avait quasiment personne d'autre qui postait des profits parce qu'il y avait quasiment rien à faire dans les NFT, du moins, la manière traditionnelle d'appréhender les NFT, il y avait quasiment rien à faire. Après, c'est sûr qu'il y avait d'autres techniques. Ah, parce que je me souviens, on attendait le printemps, puis quand c'était le printemps, on attendait l'été. Puis Ouais. à l'été, on attendait la rentrée, il se passe rien. Après, Blur annonce sa saison 2 et tout, c'est vrai que c'était infernal. Ah bah là, il y a énormément C'était de personnes horrible. qui ont quitté le navire et qui sont pas revenus et qui réapparaissent aujourd'hui quand le bull run un peu approche. Mais c'est vrai que la plupart des gens, ils ont disparu en 2023, fin 2022. Mm. Et du coup, en 2023, comment tu fais pour t'en sortir? Parce que tu nous expliques que visiblement, les gens faisaient moins de profit, mais que tu avais des petites techniques, tu en as encore sous le Ouais. pied. Là, du coup, encore une fois, la technique que j'ai appliquée durant tout 2023, et c'est encore celle que j'applique aujourd'hui. Donc, voilà, pour le coup, ça fait un moment que ça dure. On est sur 1 an et 4 mois environ, 1 an et 3 Ouais, mois. ok. Donc, ça, c'est une technique que déjà j'avais découvert courant 2022, mais parce que j'étais flemmard, je l'avais pas appliqué. C'est très simple. Et en fait, on revient aux fondamentaux. C'est le simple fait de faire des offres sur des NFT. Donc, c'est simplement de proposer, par exemple, pour ton mutant, je te dis, OK, peut-être que tu l'as acheté, je ne sais pas, 4 Ethers, je t'en propose 3. Et si tu as besoin de liquidité, tu me le vends à 3 parce que de toute façon, tu n'as pas d'autre choix que me le vendre à moi si tu veux le vendre rapidement parce que des fois, tu peux le lister à 4 Ethers et il va rester pendant des mois et des mois sans jamais se vendre. Surtout Mm. en ce moment où c'est un peu plus compliqué de vendre des NFT au-dessus du floor. Du coup, moi, je me suis dit, je vais faire des offres sur des NFT, je vais apporter des liquidités aux collections NFT, aux personnes, et les gens, s'ils ont envie de sortir, ils vont vendre leur NFT à un prix, bien sûr, qui sera réduit. Parce que je ne vais pas t'offrir le prix qui vaut réellement. Ça, c'est pas tout beau, tout rose non plus. Moi, je prends ma marge et toi, tu sors directement de la collection en ayant directement des Ethers. Du coup, je me suis mis à faire des offres sur plein de collections encore une fois de façon automatisée. Donc là, c'était plus du bidding, c'est plus du sniping de NFT, c'était du bidding sur des NFT. Et faut croire que cette stratégie, aussi simple qu'elle n'y paraît, elle fonctionne toujours autant. Certes, il y a de la compétition. Certes, faut un wallet un minimum
important pour rentrer dedans. Tu fais pas ça avec 0,1 Ether, mais Ouais. au final, c'est pas quelque chose qui est ultra loufoque, ultra compliqué. Au final, on revient un peu aux fondamentaux parce que les offres, ça existe depuis que OpenSea existe, littéralement, depuis début 2021, enfin 2021. Et il y avait déjà des gens qui faisaient ça en fait en 2021 des offres. C'est juste que D'accord. la manière a un peu évolué, mais il y a des gens qui gagnent de l'argent de cette manière-là depuis littéralement 3 ans. Et moi, du coup, j'ai vu cette opportunité-là, qu'il y a des gens qui gagnaient cet argent-là en faisant ça. Et du coup, je m'y suis mis début 2023 jusqu'à aujourd'hui 2024. Alors certes, les stratégies ont un peu évolué. euh, et, euh, et forcément, début 2023, par exemple, pour plus de précision, début 2023, il y avait une méta qui était vraiment abusée. C'était de faire des offres sur OpenSea et de les revendre sur Blur. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, mais début 2023, c'était le début de la saison 1 de Blur, je crois, ou 2, je ne me rappelle plus, où il fallait faire des offres très proches du floor pour avoir un maximum de points. Plus tes Oui. offres sur Blur étaient proches du floor, plus tu avais de points. Donc tu avais des gens littéralement qui faisaient des offres au même prix que le floor. Donc la collection était à 1 Ether, tu avais des gens qui faisaient des offres à 1 Ether sur Blur. Sauf que sur OpenSea, des fois, tu avais des offres à 0,9 Ether. Et des gens qui connaissaient pas Blur, mais qui connaissaient OpenSea, vendaient sur OpenSea. Et moi, du coup, j'achetais sur OpenSea à 0,9 Ether et hop, je dumpais mes NFT sur Blur dans les offres des farmers Blur et j'encaissais mon profit comme ça. Des fois, je faisais en une journée facilement 0,1, 0,2 de profit. Sauf que quand tu cumules ça sur 30 jours, tu arrives vite à la fin du mois à 3-4 Ethers de profit, ce qui faisait quelques milliers de dollars, genre 4, 5, 6 000 milliers de dollars de profit, juste en faisant de l'arbitrage entre OpenSea et Blur. Et sachant qu'un autre avantage de passer par les offres, c'est que c'est le vendeur, enfin quand toi tu fais une offre pour acheter, c'est le vendeur qui paye les fees, hein, c'est ça? Ouais, toi, t'as rien à payer. Du Hmm. coup, je payais uniquement pour dump mes NFT, sauf que vu que c'était en plein bear market, le prix pour des gas fees était ridicule. Du coup, tu dumpais tes NFT pour quelques dollars et toi, t'encaissais 0,1 Ether de profit. Si un Ether était à 1000 dollars, t'encaissais 100 balles en l'espace d'une heure parce qu'il fallait attendre une heure pour dumper son NFT sur Blur. Et tu faisais ça indéfiniment. Tu faisais sur plein de collections, sur des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et tu profitais de ce gap qu'il y avait entre OpenSea et Blur pour faire du profit. Même si maintenant, c'est plus le cas. Sur très peu de collections, c'est le cas, mais c'est quasiment impossible de faire ça. Ça marchait bien j'ai fait ça durant début 2023 jusqu'à environ mi-2023, donc juin-juillet. Ouais, parce qu'OpenSea et Blur se battaient un petit peu entre eux, mais maintenant il n'y a plus vraiment de Exact. bagarre. OpenSea a perdu. OpenSea a Euh, complètement baissé les bras et de toute façon les offres ouais. sur Blur maintenant sont plus du tout aussi proches que du floor qu'avant parce que les Hmm. farmers ont compris, il y en a qui ont perdu des millions de dollars dans le farming de Blur en pensant que l'airdrop allait rembourser les pertes qu'ils encaissaient sur les NFT. Donc les farmers aussi sont devenus un peu plus frileux et ont commencé à baisser un peu les offres et prendre moins de risques. Et pour peut-être expliquer à nos auditeurs concrètement comment ça marche, si on reprend l'exemple que tu as évoqué, donc par exemple j'ai mon mutant qui vaut, on va dire, le floor price c'est à 4 Ethereum. Toi, tu me fais une offre à 3. Ouais. Je l'accepte parce que j'ai besoin de liquidité, voilà, je veux FOMO sur un autre truc ou peu importe. Et toi, du coup, tu disais que tu dumpais le NFT, c'est-à-dire que tu changeais par exemple de marketplace et tu allais accepter une offre à 3,5 et tu prenais 0,5 de profit, c'est D- ça? Dans le cadre où c'est vrai que j'ai pas précisé, mais là, c'était uniquement des NFT au floor. Toi, vu que Ouais, j'allais être ok. un peu plus rare, c'est pas le cas. Mais quand je faisais ça, c'était uniquement le floor. Mais oui, si, dans le cadre où, par exemple, tu n'avais pas conscience que Blur existait, tu me vendais ton NFT à 3 et moi, je le revendais au bid sur Blur, aux offres sur Blur à 3,5 et j'encaissais mon 0,5 Ether de profit. Ok. Euh, C'était basé sur en fait une asymétrie d'information dans le sens où tu avais énormément de personnes qui connaissaient pas Blur vu que c'était nouveau et qui n'avaient pas forcément confiance en Blur, bref. Et en plus, Marketplace, quand tu arrives sur Blur, elle est pas très user-friendly, c'est noir, tu as des écritures un peu bizarres dans tous les sens. Moi, je sais que ça m'a fait cet effet-là au début, où Blur était un peu repoussant l'interface. Au début, elle m'a un peu repoussé, ce qui fait que je ne l'ai pas utilisé directement. Mais ouais, je profitais du fait qu'il y avait des gens qui ne connaissaient pas forcément Blur pour offrir des liquidités et le redump après sur Blur. Ouais, puis je pense que, enfin moi le premier, comme toi, j'ai eu ce sentiment où OpenSea, on a beau dire ce qu'on veut, c'est quand même un peu plus ergonomique, c'est un peu plus plaisant à utiliser. Et c'est vrai que quand Blur s'est lancé, moi la première réaction, mais c'est quoi ce truc? C'est Exact. compliqué, on comprend pas tout. Et ouais, effectivement, pendant de longs mois,
Je pense Ah, qu'il y avait que les pros, entre guillemets, sur Blur et les personnes qui tradaient, même, je peux m'inclure dedans, un petit peu à faire un achat-revente par mois, bah, tu restais sur OpenSea et t'allais pas sur Blur. c'est Surtout qu'en plus, exactement ça. quand il n'y avait pas encore le premier airdrop, t'avais pas un gros intérêt à passer sur Blur. C'est quand les gens ont compris qu'il y avait le farming et que l'airdrop pouvait être important, surtout sur la saison 2, je pense que c'est là où il y a eu un gros virage. Ah bah c'est clair, c'est clairement ouais, leur stratégie Mm. d'acquisition avec justement où ils ont attiré les gens avec leur airdrop qui était extrêmement conséquent. C'est là où ça a mis vraiment la lumière sur Blur. Mais avant ça, Blur était un peu dans l'ombre et c'était, comme tu as dit, connu uniquement des traders et les gens qui utilisaient vraiment ça, qui faisaient des flips sur NFT quotidiennement, qui étaient au courant. La plupart des gens, même des collectors, etc., les gens qui étaient là uniquement pour collectionner des NFT, ils s'intéressaient pas à Blur et même ils ne connaissaient pas. Genre, ils vendaient que Mm. sur OpenSea, ils achetaient sur OpenSea et voilà. Bah, de toute façon, pour être factuel, je me considère pas comme un trader. J'avais fait une dizaine ou une vingtaine de collections, de transactions, pardon, lors de la saison 2. Ouais, Et pour ce tout petit volume, j'avais gagné l'équivalent de un peu plus de 0,3 Ether. Je crois que c'était 600 ou 700 dollars à l'époque. J'avais bien évidemment swap tous mes blurs instantanément alors que tout est monté juste après. et j'ai fait Mais pour exactement pareil. vous, pour vous donner une idée, en faisant une dizaine de transactions, on prend plusieurs centaines de dollars. C'était assez incroyable. Mais du coup, toi aussi, pour ta trésorerie, étant donné que c'est entre guillemets ton métier ou ton gagne-pain, bah forcément, l'airdrop de Blur, les gains ont dû être assez aussi intéressants. Eh ben, pas tant que ça, dans le Ok, sens où avec l'airdrop de Blur, j'ai gagné l'équivalent d'un Ether que j'ai swap immédiatement. Donc, si j'avais attendu ne serait-ce qu'une semaine, j'aurais pu en prendre deux Ethers, vu que le prix a doublé des jetons Blur, il passait de 30 centimes à plus de 60. ah ouais, Mais donc tu aurais gagné un peu plus que moi en faisant, j'imagine, 100 bah, fois plus de mouvements. j'ai fait. Le problème, c'est que j'ai farmé. Enfin, je faisais pas des offres sur Blur. Et ce qui rapportait énormément de points, c'est de faire des offres sur Blur et aussi de faire du Ok, lending. Après, sur Blur, ça arrivait. Et moi, je faisais aucun des deux. Moi, je me servais juste de Blur pour vendre mes NFT. Du coup, tu gagnais des points en listant tes NFT, mais vraiment, il fallait farm sur Blur, vraiment en faisant des offres sur Blur pour accumuler plus de points possible. Et c'est vraiment ça qui rapportait le plus. Et moi, j'ai fait littéralement, c'est simple, j'ai gagné 0 point. Je n'avais même pas un seul point sur Blur. Donc, j'ai gagné un Ether en ayant littéralement pratiquement rien fait, en ayant juste listé mes NFT sur Blur grossièrement. Donc, c'est bien, mais pas bien en même temps, dans le sens où j'aurais pu gagner bien plus, mais je pensais pas que ça allait reward autant les personnes qui farmaient l'airdrop. Je pense que si je l'avais farmé honnêtement, j'aurais pu prendre un billet de peut-être facilement 30 000 40 000 dollars dessus sans trop forcer. Mais le problème, c'est que ça m'aurait obligé de déplacer mes liquidités d'OpenSea, enfin de mon wallet MetaMask à Blur, vu que le système de Blur, il fonctionne par pool, et du coup, je dois mettre tes Ethers sur Blur. Ils sont plus ouais. disponibles sur OpenSea ou sur ton MetaMask grossièrement, et tu peux plus faire d'offres du coup sur OpenSea. Et vu que moi, je gagnais mon argent grâce à ça, je me suis dit, bon, si tu gagnes ton argent grâce à OpenSea, les offres, etc., ça sert à rien de farmer le airdrop Blur. Donc, je ne l'ai pas farmé. Et au final, cet argent que je n'ai pas gagné avec le airdrop Blur, bah, j'ai gagné avec les offres OpenSea, si ce n'est plus. Et je pense que j'ai même plus y gagné avec mes flips sur OpenSea si j'avais tout switch sur Blur et en ayant essayé de farmer l'airdrop Blur. Ouais, je comprends. Et en plus, la chose qui était importante et qu'on voit aussi sur bon, les autres marketplaces, c'est que tu avais une notion de fidélité. Donc j'imagine que toi, t'étais Exact. pas très fidèle à Blur, étant donné que tu étais un petit peu sur OpenSea, ils ont pas dû aimer. J'avais, je crois, 20% de loyalty sur Blur. Ouais, Et c'était pas ouf. Il y avait des gens, ils listaient que sur Blur, ils avaient 100%. Du coup, ça a explosé leur airdrop. Moi, c'était pas le cas. Donc, en fait, j'ai rien fait pour avoir l'airdrop. Vraiment, j'ai pas, je me suis pas intéressé. J'ai quand même eu un Ether, donc c'est de l'argent gratuit. En plus de ça, à côté, j'ai gagné de l'argent. C'est pas comme si j'avais vraiment rien gagné des deux côtés. Donc là, honnêtement, ça va. ok. Et du coup, avec cette stratégie-là, est-ce que tu regardes autant de collections qu'à l'époque où un de tes outils de sniping, tu as évoqué le chiffre de 300 collections étudiées. Est-ce Ouais. qu'aujourd'hui, tu es sur 300 collections? Est-ce que tu es sur moins? J'avoue que la question est un petit peu orientée. On a évoqué Clonix il me semble hein, que tu essayes de faire pas mal de flips sur cette collection en particulier. Est-ce que c'est le cas de d'autres ou est-ce que je dis une bêtise?
Sur Clonic, j'ai complètement arrêté depuis Ah, ok. la chute brutale à 0,5 Ether parce que j'en ai encore 3 à vendre que j'arrive pas à vendre, sur lesquels je vais sans doute perdre, je pense, entre 2 et 3 Ethers. Est-ce que c'est si grave? Non, parce qu'à côté, je fais quand même des profits qui sont assez conséquents. Je les garde au cas où ça remonte peut-être à 1 Ether, mais c'est clair que Clonix, pour l'instant, j'ai arrêté parce Ok. que elle m'a pris la tête. Même si j'ai fait beaucoup d'argent dessus, ça m'a pris la tête, donc je passe à autre chose. Mais je monitore pas 300 collections simultanément. Certes, j'ai fait des offres sur plus de 300 collections différentes largement, mais je monitore pas 300 collections en même temps parce que t'as des limitations en fait techniques qu'OpenSea t'impose dans le sens où tu peux pas faire 1 milliard d'offres par seconde sur OpenSea. Tu es limité, par exemple, avec les logiciels que j'utilise, à par exemple 800 offres par minute sur OpenSea. Et forcément, si tu veux rester compétitif, et vu que tu as des concurrents qui eux aussi font des offres, si tu veux rester premier dans les offres à chaque fois, parce que toi tu vas placer une offre à 1 Ether, l'autre il va placer à 1.1, toi à 1.2, à 1.3, et ça va monter les enchères comme ça. Si tu veux rester compétitif, tu te dois de restreindre ton nombre de collections sur lesquelles tu fais des offres, parce que forcément, si tu peux faire que 800 offres par minute et que tu fais des offres sur 8000 collections, bah, tu te dis bien que pour placer des offres sur une collection, ça va te prendre, par exemple, 10 secondes, vu que tu as 8000 collections et 800 offres par minute. Du coup, tu vas littéralement mettre 10 secondes pour repasser sur la même collection sur laquelle tu es passé, le temps que le bot fasse des offres sur toutes les collections. Donc, le fait de restreindre ton cercle de collection, ça augmente ta compétitivité et le fait que tu peux rester premier sur les offres le plus souvent possible. Mais par conséquent, forcément, tu t'exposes à moins de flips potentiels parce que justement, tu es présent sur moins de collections. Donc à l'heure actuelle, je dois être présent, ça dépend des jours, ça dépend des semaines, mais entre 20 jusqu'à 70 collections, ça varie en fonction des liquidités que j'ai, etc. Parce que tu as une deuxième limitation qui est imposée par OpenSea, c'est que tu ne peux pas faire plus de 1000 fois ton wallet en offre. C'est-à-dire que si tu as 1 Ether, tu peux poser jusqu'à maximum l'équivalent de 1000 Ethers cumulés d'offres. Donc, Ok. 1 Ether sur Mutant Ape, 10 Ethers sur Bored Ape, tu es déjà à 11 Ethers, etc. Donc, tu vois, ça peut aller très vite, surtout quand tu fais beaucoup d'offres par minute. Et du coup, tu peux pas aller sur plein de collections en même temps. Tu dois te restreindre à un certain nombre de collections pour ne pas être limité par OpenSea. Et voilà. Oui, parce que si tu commences à avoir un bon bag, si tu t'amuses à faire des offres sur des collections à 5 ou 10 Ethers, ouais, ça part super vite du coup. Bah, ouais, c'est pour ça, justement, et vu que tu Ouais. places des offres super vite, bah, il suffit que tu en places 800 par minute et que tu passes 800 offres à 1 Ether par minute et tu as déjà placé l'équivalent de 800 offres en 1 minute, enfin 800 800 Ethers Ethers, d'offres ouais. Ouais. en 1 minute. Du coup, tu te dis bien que tu vas vite rencontrer un problème au niveau d'OpenSea. Du coup, tu dois avoir une sorte de money management assez strict avec combien de capital tu possèdes et sur quoi tu fais des offres. Tu peux pas te permettre d'avoir 10 Ethers de capital et de faire que des offres sur des collections à 10 Ethers de floor parce que tu vas te retrouver bloqué très rapidement à l'espace de quelques offres. Tu vas être limité par OpenSea. Ok. Et pour faire un lien avec l'introduction et notamment le persona, si tu veux qu'on revienne dessus, que j'ai évoqué dans l'introduction. Donc tu Yes. disais tout à l'heure que tu faisais, on va dire que dans le début de ta carrière de trading, si je peux m'exprimer ainsi, tu faisais pas mal de sniping, de trade rareté. Là, avec ta stratégie que tu as depuis un peu plus d'un an, tu joues plutôt avec les floors, mais il te reste quand même des restes de la déformation professionnelle, ou alors tu continues quand même de sniper des très rares, comme tu as pu le faire sur Persona que j'ai évoqué en introduction. En vrai, il y a plusieurs techniques de gagner de l'argent avec les offres. Tu peux faire des offres proches du floor pour revendre au floor. Tu peux faire des offres sur des très rares pour revendre plus cher que les très rares. Enfin, plus cher que ce que tu l'as eu. Donc forcément, tu vas le revendre au-dessus du floor. Tu as plusieurs manières de gagner cet argent, mais aujourd'hui, je fais un peu des deux. Des fois, j'achète des NFT au floor. Enfin, proche du floor ou en dessous du floor et je revends au floor parce que c'est des NFT qui sont pas rares, mais que j'ai eu à des bons prix. Soit des fois, je revends des NFT que j'ai eu, qui sont rares, que j'ai eu au-dessus du prix du floor, mais quand même en dessous de ce qu'ils valent réellement, et à un prix supérieur auquel j'ai acheté. Donc je fais un peu des deux. Il n'y a pas forcément une technique qui est plus créative que d'autres parce que quand tu fais des offres sur des très rares, forcément tu fais moins de volume vu qu'il y a moins de personnes qui possèdent des très rares par déduction. Donc tu fais moins de flips, mais c'est des flips qui sont souvent plus conséquents. Alors que quand tu fais des offres proches du floor, tu fais souvent beaucoup de flips, mais c'est des flips souvent qui sont ridiculement faibles et c'est pour ça que j'ai arrêté, parce qu'avec le farming blur,
Enfin, que j'ai arrêté. Pas totalement, j'essaie de faire des flips sur des collections où l'offre est vraiment très basse comparée au floor, mais faire des flips pour gagner par exemple 0,01 Ether après l'avoir revendu au floor, ça m'intéresse plus aujourd'hui. Et surtout qu'avec les dumps de Blur qu'il y a en ce moment et même qu'il y a depuis pas mal de temps, les floors bougent très vite. Donc il suffit que tu aies une offre qui soit acceptée à 0,98 Ether pour le revendre à 1 Ether. Il y a un dump, tu es pris dans le dump littéralement et les gens commencent à lister en dessous du prix auquel tu as obtenu ton NFT. Donc en dessous du prix auquel tu l'as eu, donc 0,98. Donc à partir de ce moment-là, c'est trop risqué pour moi de faire ça. Donc je me contente de faire des flips qui sont vraiment conséquents, comme j'ai pu faire justement sur Persona, où j'ai littéralement encaissé 15, 16 000 dollars de profit en moins de 24 heures, parce que justement, j'ai fait un flip sur un trait qui était rare et que j'ai eu vraiment bien en dessous de ce qui valait réellement. Et au final, je préfère faire un flip comme ça toutes les 2 semaines ou une fois par mois, qu'en faire 100 très proches du floor, mais sur lesquels il y a la moitié qui passe pas parce que le floor dump trop temps. Et ça cause du stress. Et en plus de ça, tu dois être présent devant ton écran plus fréquemment pour ajuster tes offres, euh, en retirer, etc. Ça demande une plus grosse gestion. Du coup, je suis sur une technique qui est un peu plus passive, où les profits sont plus gros à faire, mais où tu fais moins de volume en termes du nombre de transactions par semaine, par mois. Parce que dans la réflexion, tu peux être plus agressif sur des offres de rares. Parce qu'au floor, tu vas essayer de négocier, tu l'as dit, hein, 3 francs 6 sous. Ouais, c'est Tu ça. essaies de négocier 0,01, des choses comme ça. Alors que sur un rare, tu peux peut-être essayer de négocier 0,5, 1 Ether, 2 Ethers. Et du coup, Clairement. euh, Et et toujours du coup, si profitable. c'est accepté, ouais, tu as plus de marge de manœuvre. Même si la collection baisse, tu as une plus grosse marge de manœuvre parce que tu as beaucoup plus négocié pour sortir si jamais tu veux rester flexible. Ah, c'est clair parce que là, le Persona, il n'y a aucun monde où tu vois, je le vendais en perte. Même si Persona dumpait à 0,1 Ether, le floor était à 0,3, je pense que je listais mon rang 1 à, à 2 Ethers au prix auquel je l'ai eu. Je pense honnêtement qu'il partait. Donc je me suis jamais fait de soucis là-dessus. À partir du moment où tu arrives à bien négocier un rare, je pense que mentalement, ça fait, comment dire, tu es moins stressé que quand tu fais des offres au floor et que le floor bouge dans tous les sens, ça dump, il n'y a pas de volume parce que des fois, il y a du volume qui sont générés que par les dumps sur Blur, mais il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'acheteurs réels, il n'y a que des des farmers Blur qui se redumpent les NFT entre eux et ça peut causer du stress parce que tu essaies de vendre ton NFT, tu n'arrives pas, le floor baisse, tu es en perte. Par contre, euh, c'est ultra liquide. Tu peux vite le revendre en offre très proche du floor, prendre une micro-perte et repartir sur autre chose. Alors que quand tu achètes un rare, si tu négocies mal, tu peux vite te retrouver à faire des grosses pertes si jamais tu as mal évalué sa rareté et qu'au final, absolument personne n'en veut de ton NFT. Oui, ça peut aller dans les deux sens, en termes de gains ou en termes de pertes, si tu fais des erreurs. Surtout que des fois, il y a des raretés externes qui sont pas forcément. Par exemple, des fois, tu as des NFT qui sont corrélés à un jeu, et dans ce jeu, le NFT en question a un emplacement spécifique. Du coup, sur le papier, le NFT paraît par exemple pas rare, et au final, il est très rare. Et tu en as d'autres sur le papier, ils paraissent très rares, et au final, ils sont pas rares parce qu'ils ont des raretés externes corrélées à des jeux. Et du coup, si tu te fies que à la rareté que tu vois devant tes yeux, bah, tu te dis en fait, ce NFT est rare, je vais l'acheter cher, et en fait, personne n'en veut parce que sur le papier, dans le jeu ou dans le mécanisme que la collection a instauré, en fait, ce NFT vaut pas grand-chose. Le trait sur le papier est rare, mais en fait, les gens se l'arrachent pas. Donc, tu Hmm. as une recherche à faire au préalable plus ou moins poussée pour savoir sur quoi tu t'aventures, parce que des fois, on parle de flip à plusieurs éthers, ça représente des fois des sommes de 10, 20, 30 000 dollars, comme j'en fais des fois régulièrement. Tu peux pas te permettre d'acheter un NFT de 30 000 dollars qui en vaut en fait 3 000. C'est pas possible de faire ça. Donc, il faut faire attention. Ouais, donc, toi, ta stratégie, c'est peut-être aujourd'hui plutôt de faire deux flips dans le mois, des bons flips, plutôt que de faire 10, 15, 20 mini-gains par jour. Ah bah, en ce moment, c'est que ça. Des fois, il se passe Ok. 3 jours sans que je chope quelque chose, mais des fois, dans la semaine, je fais 2 états de profit, et puis voilà, c'est comme si j'avais fait l'équivalent de 6 ou 7 000 balles, donc ouais, moi, ça me convient. Mais c'est clair que c'est une stratégie plus passive, même si j'en fais plus que 2 par mois, on est peut-être sur, je dirais, peut-être une quinzaine, une vingtaine allez, peut-être entre 10 et 20 par mois, comparé à avant où j'en faisais littéralement peut-être 5, 6, 7 par jour. Ok.
Et peut-être pour conclure sur la gestion de ton portefeuille, Ouais, euh, comment tu gères le fait d'augmenter du coup ce même portefeuille en termes de capital? Tu accumules les Ethers au fur et à mesure. Ma question, c'est est-ce que tu fais toujours grossir ta boule de neige pour toujours faire plus d'offres, toujours te positionner sur des collections plus chères qui te permettent, forcément, si tu fais x2 sur un NFT à 1 Ether ou x2 sur un NFT à 10 Ethers, tu gagnes beaucoup plus. ouais. Ou est-ce que il y a une partie que tu mets de côté et tu accumules juste, entre guillemets, des Ethereum en prévision du bull? Comment tu gères ton portefeuille aujourd'hui? Alors, quasiment, je dirais 75% environ de mon capital, je m'en sers pour trader des NFT. Et le reste, tu vois, j'en investis un peu dans Blast pour farmer Blast Ouais, à hauteur de quelques Ethers. J'en investis quelques-uns, des fois, j'en ai transféré un peu quelques-uns sur Solana pour faire un peu des shitcoins. Mais grossièrement, 75%, 80% de ce que j'ai, voire même un peu plus, 85 peut-être, je m'en sers pour snowball mon capital et vraiment essayer de grossir un maximum parce que plus tu as d'argent, plus tu peux aller sur des collections qui sont élevées ou même plus tu peux te permettre de hold des NFT qui sont assez illiquides. Par exemple, tu achètes un NFT et tu n'arrives pas à le revendre demain et ça représente 90% de ton capital, si tu n'arrives pas à le revendre, tu peux littéralement plus rien faire parce que ton capital est investi dans le NFT en question. Alors que avant que j'investisse 100% de mon capital ou 80% de mon capital dans un seul NFT, j'ai de la marge. Du coup, ça me permet de toujours en fait faire plus de trades, plus de profits. Et même s'il y a des NFT qui ne se vendent pas, ça me permet de temporiser, d'en garder quelques-uns plusieurs semaines, plusieurs mois en attendant qu'ils se vendent et de continuer à faire des profits et de ne pas être bloqué par ce manque de liquidité. Donc forcément, plus tu as de capitaux, plus tu vas vite, plus tu fais des profits. C'est pas non plus exponentiel, c'est pas avec un Ether tu fais un Ether de profit et avec 10 Ethers tu en fais 10 Ethers. Tu doubles pas comme ça non plus. Mais Hmm. c'est assez exponentiel quand même et ça se confirme par le fait qu'en ce moment j'arrive à taper des mois que je n'ai jamais atteint auparavant, il y a un an en arrière quand j'avais 5 fois moins de capital ou 10 fois moins de capital. Mais c'est pas pour autant que je fais 10 fois plus aujourd'hui. On est de l'ordre de peut-être 2 à 3 fois plus, mais pas non plus 10 fois plus, parce que c'est limité donc aussi par le nombre d'opportunités qu'il y a sur le marché et comme je t'ai dit, par le nombre d'offres que tu peux faire sur les collections. Ok, ouais, super intéressant. Et ça m'amène à finalement une autre dernière question. Est-ce que tu as remarqué peut-être un prix de collection qui est un peu plus optimisé? Qu'est-ce que j'entends par là? On pourrait peut-être penser que les collections les plus chères peuvent te permettre de faire plus de profit. Si on reprend mon exemple, si tu fais x2 sur un NFT à 10 Ethers, tu gagneras plus qu'un NFT à 1 Ether. Mais Ouais, j'imagine, et c'est assez logique, que les collections à 10 Ethers, enfin Bored Ape Yacht Club ou Pudgy Penguins actuellement, pour pas les citer, c'est peut-être pas forcément les collections les plus liquides non plus. Oui. ouais. Et est-ce qu'il y a un peu un entre-deux où finalement, je sais pas, moi, une collection à 1 ou 2 Ethers, c'est pas mal parce que tu as énormément de volume, c'est dynamique, ça te permet quand même de faire des profits intéressants de 0,1, 0,2, 0,3 Ether. Ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment de règles? Il y a toujours des concessions à faire dans le sens où si tu vas sur une collection très dynamique avec beaucoup de ventes, beaucoup de volume, tu auras beaucoup de compétition. Et forcément, Ok, qui dit beaucoup de compétition dit marge plus faible et plus de compétiteurs. Certes, tu arriveras à faire un flip plus rapidement. Peut-être que ton flip peut durer quelques minutes, quelques heures, mais par contre, tu feras moins de profit. Alors, moi, dans mon cas, sur Persona, c'est une exception à la règle. Ça n'arrive pas tous les jours de faire ce de profit, mais c'est clair que la plupart du temps, plus il y a de compétition, plus c'est liquide et moins tu fais de profit. A contrario, si tu vas sur des collections très illiquides, comme des collections d'artistes, notamment Xcopy, tout ça, où des fois des ventes, tu en as une tous les 2 mois, littéralement, tu as, des profits qui peuvent être conséquents à faire, mais par contre, il faut être capable même mentalement et financièrement, de hold son NFT, d'être prêt à le hold plusieurs mois, et des fois de sortir break-even parce que tu vas l'acheter par exemple 10 Ethers, tu vas le lister à 15, un mec va arriver, va undercut, va le mettre à 13, toi tu vas undercut, il va pas se vendre, et au final vous allez undercut jusqu'à revenir break-even. Donc c'est un peu à double tranchant. Donc soit tu pars sur des collections très liquides où il y a moins de profit à faire sur le papier, encore une fois, soit tu vas sur des collections un peu moins liquides, sur lesquelles les marges sont plus grosses, mais tu peux te retrouver avec littéralement une brique dans ton inventaire OpenSea impossible à vendre, et il faut faire attention à ça. Donc c'est un peu un entre-deux, même si des fois tu as des traits sur des collections euh,
où il y a énormément de volume, qui sont pas forcément, qui passent un peu sous les radars, sur lesquels il y a énormément de profit à faire. Je prends l'exemple de Milady, je pense que tu connais la collection Milady, qui est Ouais. environ à 4 ou 5 éthers de flore, enfin du moins à l'heure actuelle, je crois qu'elle est entre 3 et 4. Euh, il n'y a pas longtemps, il y a un trait ultra rare qui a été vendu quasiment proche du prix du floor, genre 6 Ethers, alors que le floor était à 4,5 ou 5 Ethers. Et le mec l'a revendu en l'espace de moins de 24 heures, 15 Ethers, si je ne me trompe pas. Donc le mec a encaissé une plus-value de 8-9 Ethers sur une collection où il y a énormément de monde, mais parce que ce trait-là était pas du tout et volait un peu sous les radars, il n'était pas du tout mainstream. Le mec a réussi à encaisser beaucoup de profit. Mais Il était tellement rare en fait que les gens passent à côté. En fait, il était trop rare. mais il y avait que 14 NFT justement qui possédaient ce trait-là, donc c'est extrêmement rare sur une collection à plusieurs milliers de supply. Donc les gens passent à côté parce que en plus ça peut être une perte de temps. Potentiellement tu peux faire des offres sur ce trait-là et ne rien avoir pendant des mois et des mois et des mois parce que 14 NFT c'est ridicule. Il faut qu'une personne sur les 14 décide de te le vendre très proche du floor, ce qui est extrêmement rare. Donc en fait, par déduction, la plupart des gens ne font pas des offres sur ce genre d'NFT-là parce que la probabilité que tu hits quelque chose est extrêmement faible et en fait, vaut mieux faire des offres sur d'autres collections et garder sa puissance de frappe, entre guillemets, comme je t'ai expliqué, vu qu'OpenSea te limite, plutôt que bid sur un trait extrêmement rare qui a très peu de chances de hit. Donc voilà, tu as un juste milieu à trouver, mais voilà. Ok. Ouais, s'il y a un mot à retenir, c'est que tu essaies quand même d'être ultra dynamique et flexible. Enfin, peu importe les stratégies que tu emploies pour pas être figé dans un marché qui se développe très rapidement. Si ton capital est investi dans des NFT illiquides, c'est du capital qui ne travaille pas. Donc, je Hmm. pars du principe que tu perds potentiellement de l'argent parce que tu pourrais faire avec ça d'autres flips qui pourront te rapporter eux à côté de l'argent. Du coup, chaque NFT hold un jour de plus, c'est potentiellement des flips que tu rates que tu aurais pu faire avec ce capital en question. Mais tu as des gens qui sont spécialisés dans vraiment des collections très liquides à faire des micro-flips et tu as des gens qui sont spécialisés vraiment dans dénicher des collections, mais tu n'en as même pas entendu parler depuis 2022. Il te tape un profit de 5 Ethers parce que justement, il n'y a personne, elle vole sous les radars, il n'y a personne dessus. Et le mec a hold son NFT 2 semaines, un mois, et a encaissé un profit de 5 Ethers parce qu'il a vraiment trouvé la pépite qui est convoitée par des collectionneurs, mais qui est plus du tout mainstream à l'heure actuelle. Et voilà, tu as vraiment un gros travail de recherche à ce niveau-là. Et c'est là que la plupart des profits vont se jouer dans à quel point tu es fort à trouver des opportunités, à aller vraiment conquérir des nouvelles collections qui sont un peu sous les radars. Et voilà. Ok. Et malgré le fait que la blockchain Ethereum soit dans le rouge depuis trop longtemps maintenant, mais surtout face à... Bon, Solana, ça s'est un peu calmé sur les NFT, mais surtout les ordinals, qu'on le vend en poupe. Ouais. Est-ce que toi, tu restes Ethereum maximaliste ou est-ce que tu regardes un petit peu ce qui se fait à droite à gauche? Alors, en vrai, je pense que Ethereum, ça va pas non plus mourir comme ça du jour au lendemain, même si c'est vrai qu'on a vu une montée en puissance de Solana et BTC. À l'heure actuelle, les profits qui sont réalisés sur Solana et sur BTC, honnêtement, je suis pas forcément dedans, donc je sais pas. Pour moi, dans mon cas, pour moi, je trouve pas ça forcément intéressant de switch tout de suite, même Oui. si j'ai vu qu'il y en avait un dans le Discord NFTisseur qui faisait des beaux profits sur Bitcoin. Euh, Même si, pour moi, ça rapporte tellement à l'heure actuelle Ethereum que je me vois pas switch tout de suite et encore une fois diviser mes liquidités sur plusieurs blockchains. Donc, c'est en plus de ça, s'exposer sur une autre crypto, potentiellement Solana. Donc moi, je vais garder des Ethers, j'ai pas envie de m'exposer sur Solana. Et en plus de ça, diviser mes liquidités sur Solana et sur Ethereum, c'est-à-dire moins de profit sur Ethereum, pour repartir potentiellement de zéro sur Solana, sur une blockchain que je connais pas, qui a un fonctionnement un peu différent, c'est pas forcément la même chose qu'OpenSea Blur. Pour moi, même s'il y a une montée en puissance à l'heure actuelle, dans mon cas, c'est pas forcément intéressant de switch tout de suite, de franchir le pas entre BTC, Ethereum et Solana même s'il y a potentiellement des bons coups à faire, je trouve pas ça encore délirant pour switcher, même s'il y a quand même des opportunités, on a vu sur BTC qui commencent à se créer des collections qui passent, je sais pas, de 0,2 BTC à 0,5, ça fait tout de suite des énormes sommes. Voilà. Pour moi, c'est pas forcément obligatoire pour l'instant de passer sur une autre blockchain. Et je pense qu'Ethereum va quand même continuer de perdurer parce que c'est là où il y a la plupart des collections qui sont lancées, la plupart des grosses collections qui sont hébergées. Et on a vu que switcher d'une blockchain à une autre, souvent pour une collection NFT, bah, ça fait pas.
ça annonce des fois parfois la mort de Sexy ou du moins un gros dump au niveau du floor. Donc pour moi, c'est pas pour l'instant très bien de switcher dans mon cas de blockchain. Ok, super intéressant d'avoir ton retour et de pas forcément FOMO sur les tendances, mais comme tu l'as évoqué, peut-être rester sur les fondamentaux. Exact. Euh, on a bien échangé pendant cet épisode, c'était très intéressant d'avoir ta vision de trader. On a vu du coup Yes. le sniping, le bidding, et on va du coup se diriger vers quelque chose que tu as en commun avec tous les précédents invités et les futurs, c'est les questions de fin. Du coup, il y en a Ouais, 3. Alors, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais toi, tu hold, on en parlait en off, quasiment aucun NFT. oui. Euh, mais si tu avais un budget illimité, si tu pouvais craquer le porte-monnaie, enfin, quel serait le NFT que tu t'offrirais? Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que je vais faire mettre pas original et dire comme tout le monde CryptoPunk? Euh, Tu c'est peux, c'est pas interdit en tout cas. c'est pas interdit, mais je cherche s'il y a. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est des collections, enfin des NFT qui sont utilitaires. C'est-à-dire, tu achètes un NFT comme le pass avant que j'avais pour sniper des NFT, et il te sert à quelque chose, et quand tu t'en sers plus, tu peux le revendre et récupérer ton argent. Pas forcément des collections, des collectibles, mais plus des collections, enfin des NFT qui servent à quelque chose. Alors là, à l'heure actuelle, j'en ai pas forcément en tête, parce que la plupart des NFT qu'ils ont une réelle utilité, je peux me les acheter à l'heure actuelle et ils sont pas à des prix, ils sont pas à 500 000 dollars. Donc en vrai, ça va. Mais à part ça, à part des NFT qui sont utilitaires et qui ont une réelle utilité, que ce soit dans le Web3 ou Web2, c'est une très bonne question. Encore une fois, peut-être un CryptoPunk pour la fame et le fait que bah, ça soit bah, les premiers qui ont été émis sur la blockchain Ethereum et que c'est vraiment les OG de cette plateforme, enfin de cette blockchain. En vrai, à part eux, à l'heure actuelle, je vois pas forcément d'autres collections qui m'attiraient plus que ça, même si les CryptoPunk m'attirent non plus pas plus que ça. Il y en a, je sais, ça serait vraiment leur goal. Moi, ça ne l'est pas forcément, mais si je pouvais m'en offrir un, que ça me ferait ni chaud ni froid de claquer 60, 70, 80, 100 Ethers dans un CryptoPunk, pourquoi pas, pour le prestige que c'est et pour me représenter, parce que j'ai quand même fait la plupart de mon argent dans le Web3, et je pense que c'est une bonne manière de représenter ça que de s'acheter l'un des NFT les plus convoités, entre guillemets, de cette blockchain-là. Et aussi, toi, ton but avec les NFT, enfin, le but derrière, c'est d'accumuler des Ethers. Exact. Moi, Ouais. c'est ma source de revenus comme un trader sur les marchés financiers pourrait trader de l'or ou d'autres matériaux précieux. C'est pas pour autant qu'il ne croit pas en la technologie, qu'il ne croit pas en l'or ou pas. C'est juste que lui, c'est son gagne-pain, au même titre que moi, mais les NFT, c'est mon gagne-pain. Et je ne suis pas là à holder les NFT. Moi, mon but, c'est d'avoir des Ethereum, pas forcément Ok, des NFT. ok. Deuxième question, qui aimerais-tu que je reçois sur le podcast en francophone? Je le précise, je me lance Ouais. pas encore C'est vrai que dans j'avais l'anglais. peut-être des idées anglophones, mais alors pour réussir à rentrer en contact avec certaines personnes, bonne chance, surtout que c'est des personnes qui volent un peu sous les radars. Sinon, en francophone, bah, je parle pas à grand monde. Je parle pas à grand monde. En plus de ça, tu as déjà eu Falco. Ouais. Tu as déjà eu Moderne. Il est passé sur Euh, la chaîne YouTube, mais je l'ai pas reçu sur le Oui, podcast. c'est vrai qu'il est passé sur c'est vrai qu'il est passé sur la chaîne YouTube. Alors, en vrai, parce que Modern, c'est une personne avec qui j'échange pas mal. En vrai, Modern, ça peut être une bonne personne, je pense, parce qu'en plus, on avait vite fait parler de lui, comment son bull run s'était passé. Il avait aussi perdu beaucoup d'éther, il s'était fait scam, mais lui par des potes à lui, entre guillemets. Donc, on peut avoir peut-être un bon retour d'expérience au Modern. Il a peut-être fait les choses différemment que moi. Je crois pas qu'il faisait du sniping, etc. Donc, Modern, ça peut être une bonne personne invitée sur le podcast. En plus, il est déjà passé sur la chaîne. Et sinon, une personne à qui je pense, alors là, je pense que littéralement personne ne le connaît parce que c'est une personne qui fait la même chose que moi, entre guillemets, mais c'est une personne qui vraiment m'a inspiré. Je pense que ce serait bah, Gunner. Il s'appelle, en tout cas, c'est son nom sur OpenSea et sur Discord, il s'appelle Gunner. Et bah, lui aussi, il vit du flip, enfin, il vit du flip. Il gagne de l'argent grâce au flip, parfois même bien plus que moi. Et c'est l'une des personnes qui m'a motivé à continuer durant plus d'un an dans ce milieu-là. Et quand je le voyais faire des profits absolument énormes, ça me donnait encore plus des coups de boost pour continuer, etc., pas lâcher. Donc pour moi, ce serait vraiment une personne qui serait un,
une bonne personne à inviter parce qu'elle doit avoir un bon retour d'expérience sur son parcours, étant donné qu'elle a vraiment fait énormément de profit aussi dans les NFT. Ok, ça marche. Bah, je te demanderai sûrement le contact en off. Et puis, bah, Moderne, je le connais déjà parce qu'il est passé sur ma chaîne, mais il est également sur ma liste des personnes à inviter. Ouais, Top, deux pour le prix d'un. Et parfait. pour conclure cette série de trois questions, quel serait le conseil que tu donnerais à nos auditeurs? Hmm. Conseil que je donnerais à mes auditeurs, en vrai, ça varie tellement en fonction d'une personne à l'autre, parce que tu as des personnes qui ont beaucoup de capital, mais pas beaucoup de temps, d'autres qui ont beaucoup de temps, pas beaucoup de capital, d'autres qui ont les deux, donc d'autres qui ont rien, d'autres qui ont beaucoup d'expérience, pas d'expérience. En vrai, donc ça va être un peu plus généraliste comme conseil, mais c'est vraiment moi ce qui m'a permis de littéralement exploser mon wallet 2023 et 2024, c'est d'être focus. D'être focus sur un truc et pas de m'éparpiller. En plus, on en a parlé tout à l'heure, à la fois sur Ethereum, à la fois sur Solana, à la fois sur BTC, en plus de ça sur les NFT, après sur les shitcoins, après sur, je sais pas, après sur un moment tu fais des whitelists, un moment après tu fais que des flips sur le marché secondaire, après tu fais du sniping, après tu fais du bid, après tu fais ci, après tu fais ça. Vraiment, être focus sur un truc et faire que ça pendant une période de temps assez longue. Alors forcément, il faut que ce sur quoi tu te focuses, ça soit quelque chose un minimum solide, parce que si c'est juste une opportunité qui dure une semaine, bah, tu vas pas pouvoir te focus très longtemps dessus. Mais je vois trop de personnes dans les Discords, des personnes que j'ai formées même sur mes méthodes, etc., qui sont pas focus et qui switch toutes les 2 semaines, tous les mois, d'une opportunité à l'autre, qui passent d'une blockchain à l'autre, qui cherchent vraiment toujours le dernier coup à faire, toujours je sais pas comment trop dire ça, mais qui sont vraiment Dans la euh, méta, ouais, qui cherche les méta à chaque fois. c'est même plus en vrai que chercher les méta, c'est vraiment chercher le bon coup à faire une fois et switcher et passer à autre chose et vraiment et ne jamais être focus sur un truc et ne jamais vraiment développer une expertise dessus. Parce qu'il Hmm. n'y a rien de pire que de passer d'un projet à l'autre ou de passer de- d'une méta à l'autre ou peu importe. Parce que tu n'as pas le temps de développer ton expertise, tu n'as pas le temps de prendre de l'expérience, tu n'as pas le temps d'avoir du recul sur ce que tu fais. Et en fait, même si tu as l'impression que ça fait un moment que tu es dedans, que ça fait 3 mois, tu es full focus sur une chose en particulier et tu as envie de changer, bah, quand tu prends du recul, bah, sur 5 ans, au final, tu as bossé que 3 mois sur la même chose et c'est ridicule. Il faut vraiment y passer 1 an et demi, 2 ans sur la même chose, ou moins, du moins dans le même marché, à vraiment comprendre les tenants et les aboutissants pour vraiment développer une expertise. Et ça, c'est dans tous les domaines, que ce soit dans la crypto, que ce soit dans les NFT, que ce soit dans le business en ligne, peu importe. J'avais fait cette erreur aussi dans le business en ligne avant, de passer d'un business à l'autre, d'essayer pendant 2 semaines de créer une chaîne YouTube, puis après de créer un compte TikTok, puis après de faire de l'e-commerce, puis après aller sur Facebook Ads, Google Ads, SEO, aussi ça. Et en fait, tu es dispersé et tu capitalises jamais sur tes compétences. Tu es constamment en train de chercher la nouvelle opportunité et c'est très très mauvais. Ok, mais écoute, super conseil. Super conseil. Et pour aller un peu plus loin euh, dans ce conseil, ou d'être un peu plus précis, parce que j'avais une question derrière, si un de nos auditeurs nous écoute et veut se lancer bah, dans le trading de NFT, mais il n'a pas forcément le capital pour le faire de manière industrielle, je sais pas, imaginons il a deux Ethers, Ouais. qu'est-ce que tu lui conseillerais? En vrai, 2 Ethers, ça va. Parce que justement, moi, je conseille à tous ceux qui veulent débuter, c'est minimum un Ether. Ok, C'est vraiment le minimum syndical. En dessous, ça sert à rien. Tu peux essayer, mais tu gagneras vraiment que dalle. À 2 Ethers, ça commence à être intéressant. Donc, pour moi, 2 Ethers, ça suffit. Après, si tu as moins de 2 Ethers, par exemple, je sais pas, imaginons, tu as 0,2 Ethers, bah là, pour moi, il n'y a pas d'autre solution. C'est soit tu injectes de l'argent pour avoir plus d'Ethers, soit tu fais pas grand chose en vrai avec 2 Ethers aujourd'hui, enfin avec 0,2 Ether, pardon, tu fais pas ouais, grand vaut, chose. vaut mieux farmer les airdrops pour pas grand-chose. Ce Même sera mieux que le flip de NFT peut-être. exactement, mais même, je dirais même plus, c'est une personne qui a du temps devant elle, je sais pas, même qui peut travailler, aller travailler, ne serait-ce que 1 ou 2 mois. Prenez cet argent-là, si vous n'en avez pas besoin évidemment, et mettez-le en crypto et vous commencerez avec un capital intéressant, peut-être un Ether de base, mais Ouais.
il y a trop de personnes qui essayent vraiment de passer de 0,2 à 0,23 et qui mettent 2 semaines à ce rythme-là. Autant aller travailler, même ne serait-ce qu'au SMIC ou peu importe, prendre cet Oui, argent-là et le mettre dans la crypto et démarrer à capital de base. Au moins en un mois, c'est plié. Vous faites ça pendant un mois. Au revoir, merci. Et voilà. Mais ouais, c'est comme investir 50 euros en bourse tous les mois. Vaut peut-être mieux faire des heures sup, ça ira plus vite, hein. ouais, après, ouais, forcément, ça dépend de la situation de chacun. Il y en a qui peuvent pas, il y en a qui peuvent, il y en a qui veulent pas, il y en Mhm. a qui. Mais c'est clair avec des petits montants, bah après, si votre objectif c'est de gagner 100 euros de plus par mois, bon bah avec 0,2 Ether c'est possible. Mais si votre objectif c'est d'en vivre, vous ferez mieux, vous irez plus vite d'aller vraiment bah, chercher l'argent où il est, c'est-à-dire en travaillant au début, en prenant un boulot de merde en gros, et de l'investir dans les cryptos plutôt que essayer de grappiller les petits 0,01 par-ci, 0,0 par-là, et au bout de 6 mois, avoir gagné 0,2 Ether, c'est, 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 c'est pas viable pour les personnes qui souhaitent en vivre. Du coup, de toute façon, ce milieu-là, des NFT, malheureusement, qu'on le veuille ou non, c'est un peu comme le trading normal, c'est un milieu où il te faut du capital. Si tu commences avec peu de capital, ça te demande de prendre beaucoup de risques, et si tu prends beaucoup de risques, les potentielles chances de perdre ce capital sont élevées. Donc c'est un peu qui tout double. Quand tu as plus de capital, tu prends moins de risques. Quand tu as moins de capital, tu prends plus de risques pour le démultiplier plus rapidement. Mm. Ok, et du coup, pour une personne ouais, qui a un et demi Ether, tu, tu conseilles quoi de se placer sur plusieurs collections, en maîtriser vraiment que une ou deux et la marteler Bah, si elle veut faire du flip comme je fais, bah, elle peut très bien prendre quelques petites collections. Pas, ça sert à rien d'en prendre 100. Elle peut très bien en prendre une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, les analyser, comprendre qu'est-ce qui fonctionne dans ces collections et comment les gens arrivent à en tirer du profit et essayer de se placer dessus et capitaliser vraiment sur un petit nombre de collections parce que euh, après, si tu as de l'expérience, pourquoi pas partir sur plus? Mais une personne qui débute dans les NFT, euh, c'est déjà très abstrait ce milieu-là. En plus, lui dire place-toi sur 100 collections, c'est pas viable. Donc, elle prend quelques collections, des collections, si possible, où il y a du volume, parce que forcément, s'il y a des collections sans volume, elle va se retrouver avec des NFT qui se vendent pas. Donc, idéalement, se retrouver avec des collections qui ont du volume et, dans un premier temps, observer le marché, comprendre qu'est-ce qui fonctionne, comment les gens arrivent à faire du profit et, euh, et après essayer de répliquer. Forcément, ça demande un minimum d'expérience, ça se fait pas comme ça, c'est pas une baguette magique. Sinon, il y aurait tout le monde qui ferait des gros profits. Et s'il y a tout le monde qui fait des gros profits, bah, au final, personne ferait au final de profit, vu qu'il y aurait tout le monde qui serait dessus. Donc, il y a des compétences à avoir, surtout des compétences d'analyse, parce qu'il faut analyser des collections. Il y a plein de métriques à analyser. Je ne vais pas forcément rentrer en détail, mais à une personne qui a un capital comme ça, je conseille vraiment de se restreindre un petit nombre de collections et de les analyser, de vraiment la maîtriser de A à Z et vraiment comprendre comment elle pourrait faire du profit, quitte à faire du fictif au début, pour se dire, ok, je vais pas engager mes liquidités directement, je vais faire du fictif, voir si sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 5 semaines, 4 semaines, peu importe, je pourrais faire potentiellement du profit et, euh, et après se lancer. Ok, super. Eh bien écoute, merci beaucoup Lovell pour ton retour. Pas de Merci pour souci. cet épisode. C'est une heure que j'ai pas vu passer, mais comme toutes les autres, je crois qu'on a même débordé. Ouais, un peu débordé. Est-ce que, bon, si tu le souhaites, on verra en off, laisser tes réseaux sociaux ou des liens quelconques, on les mettra dans la description de l'épisode si des personnes veulent te contacter et si tu te laisses être contacté. S'il n'y a pas de réseaux sociaux, c'est que Lovell ne voudra pas te déranger. En général, je suis assez ouvert, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bon bah Donc, nickel, comme ça on mettra les différents liens dans la description. ouais. Et puis bah écoute, si on a fait le tour ou si tu veux ajouter quelque chose, c'est le moment. Bah, je pense qu'on a bien parlé d'un peu de tout. Vraiment, là, carrément, j'ai plus une seule idée qui me vient en tête. Donc, je pense qu'on a fait Bon, le tour. job is done, comme Ouais, diraient les anglo-saxons. Et exactement. merci beaucoup Lovell pour ton retour, c'était ultra intéressant. Merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Et puis on n'a plus qu'à souhaiter à tout le monde de faire de beaux profits et de se préparer au bull run qui a déjà, j'imagine, entrouvert ses portes. Exactement. Merci à toi en tout cas de m'avoir invité ça fait plaisir parce que je regardais justement tes précédentes vidéos. Donc toujours un plaisir d'être invité. Merci encore. Super. Merci à tous, merci Lovell et à bientôt. Ciao. Ciao.